Bon, je vous propose de vous installer avec votre tasse à café, votre croissant ou autre chose. Nous allons démarrer. Bonjour à tous. Donc on va démarrer ce petit déjeuner sur le thème du management 3.0, de la culture, du digital, et on va essayer d'aller voir un peu derrière ce buzzword que commence à être le management 3.0. C'est la deuxième fois qu'on tourne ce petit déjeuner et c'est la première fois dans l'histoire d'Octo qu'on est amené à rejouer 2 fois un petit déjeuner. On trouve ça assez génial. La première fois qu'on a lancé les invitations pour le petit déjeuner, donc il y a de ça 2 mois et demi, on a fait salle comble. Donc du coup, on s'était dit qu'il y avait l'opportunité parce que plein de gens nous ont dit non, on a encore envie de venir, on ne peut pas venir à la première date. Donc ça nous a donné pas mal d'énergie pour le refaire une deuxième fois. On l'a un tout petit peu changé par rapport à la première fois, mais vraiment très peu. On a eu beaucoup de retours par les enquêtes de satisfaction et ça nous a été très très utile. Vous allez voir, on va avoir l'occasion de parler de feedback et de capacité à s'améliorer. Ces enquêtes de satisfaction, elles nous sont très précieuses. Donc on a aussi essayé de voir quelles questions on allait vous poser pour que ce ne soit pas trop ennuyeux à répondre. Donc il y a 5-6 questions. Si vous pouvez y répondre, pour nous, ça nous est précieux. Donc, merci d'avance. Alors, ce sujet est d'actualité et on a décidé de le construire et de l'animer à 3. Et, on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Dominique Bunier, je suis associée chez Octo depuis de nombreuses années, carrément depuis la première année de création du cabinet. Et dans mes différentes fonctions, à côté de ça, j'ai aussi un dada, une conviction forte qui est que le management est quelque chose d'important, c'est un sujet sur lequel il faut innover. Et Alban vous en dira aussi quelques mots. C'est un sujet qu'on porte avec cœur chez Octo et avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie avec Alban de créer ça. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle donc Alban Dahl, je suis manager de la tribu Scaling Agile chez Octo. C'est une tribu donc une équipe qui s'occupe de transformation agile des organisations. Et donc je suis également coach agile, donc j'accompagne des équipes et des organisations dans leur transition agile. Et je m'intéresse du coup beaucoup à cette question du management et du management agile en particulier, donc on aura l'occasion de voir un petit peu le lien entre management 3.0 et management agile. Merci Alban. Donc moi je vais commencer par un défaut. Je ne suis pas d'Octo, donc personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Voilà, donc oui, je voulais en toute humilité commencer par ça. Donc moi je suis Frédéric Rémier, je dirige un cabinet conseil en innovation managériale qui s'appelle Ethic Consulting, qui a été créé il y a 10 ans. Et donc moi je suis heureux vraiment d'être avec mes amis d'Octo pour partager 2 ans et demi à peu près de travail de recherche et d'études dans le monde sur les bonnes pratiques du management. Et ces 2 années d'études de recherche dans le monde sur les bonnes pratiques du management, ça a généré quelque chose, ce qu'on appelle dans le langage informatique un livrable. Et donc ce livrable, c'est un bouquin. Un bouquin, c'est Management Game, les nouvelles règles du jeu pour redonner le sourire. Bien évidemment, j'ai pas été capable de le faire tout seul parce que je ne suis qu'un homme, donc je l'ai fait avec mon épouse. On l'a coécrit ensemble, elle n'est pas là. Et dernier point, on vous mettra en situation. On a conçu également chez Ethic Consulting une boîte de jeux qui s'appelle la Management Game Box avec 13 jeux du management. Et vous allez voir que, vous avez déjà fait peut-être un peu le tour de la salle, que vous allez être mis à contribution sur un des 13 jeux. Voilà, donc on a innové dans ces petits déjeuners. Vous allez voir, on va vous poser des questions, on va vous faire agir, interagir. Et on va commencer tout de suite.
Et on va vous proposer d'aller à la rencontre d'un inconnu. C'est-à-dire de vous lever, d'aller voir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, pas votre voisin, parce que peut-être que vous êtes venu avec votre voisin que vous le connaissez, donc ça marche pas, ça joue pas. Si votre voisin, vous ne le connaissez pas, tentez, mais ratez, mais c'était une bonne idée de venir à deux. Donc l'idée, c'est de vous lever, de vous déplacer dans la salle, d'aller rencontrer donc quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez avoir 90 secondes pour lui poser 2 questions. D'abord, qui est-ce que vous êtes? Et pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui? 90 secondes. Puis après, si vous voulez lui poser plus de questions, allez-y. On va faire un coup de gong et ça vous donnera le tempo pour à nouveau changer. Donc l'interviewé deviendra intervieweur et on recommence. Voilà, donc c'est clair, 90 secondes, c'est parti, allez voir quelqu'un. Merci beaucoup. Voilà, vous avez gagné le droit maintenant de vous rasseoir. On va aborder l'agenda. Donc on a imaginé 3 temps. Le premier temps, pourquoi changer? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, ça devient absolument impératif de changer son management? Mes collègues rigolent parce qu'une fois sur 2, j'oublie la zapette. Donc, de temps en temps, vous verrez qu'ils me font des petits signes. J'oublie ça. OK. La deuxième partie, c'est les clés du Management 3.0. C'est Frédéric qui vous donnera 3 clés. Management 3.0, c'est un terme qui a été proposé par Jürgen Appelo. Jürgen Appelo, c'est un créateur, développeur à la base, créateur d'entreprise, éditeur de logiciels. Donc c'est quelqu'un qui est de l'IT, quelqu'un qui est du web, quelqu'un qui a beaucoup promu les méthodes agiles. Et les méthodes agiles, c'est un des vecteurs de changement dans les entreprises. D'où Management 3.0, qui est une bonne source d'inspiration. Et ensuite, Alban nous donnera des trucs, astuces, retours d'expérience sur comment démarrer. C'est des choses qui sont concrètes. Si vous suivez l'actualité d'Octo depuis quelques années, Octo a été plusieurs fois primé au palmarès Great Place to Work. On innove toujours d'un point de vue managérial. On fait des choses qui marchent, on teste. On fait des choses qui marchent moins bien, donc on change. Et c'est ce retour d'expérience qu'Alban nous partagera. Voilà. On aura aussi une session de questions-réponses à la fin. On s'engage à tenir l'horaire, mais on sera encore disponible autour d'un café pour ceux qui ont envie de continuer la discussion avec nous. Oula. T'es sûr qu'elle marche? Bon, attends, moi je vais être old school. Rien de personnel. Je vais vous poser une question. Pour vous, quelle est l'entreprise qui symbolise le plus l'entreprise digitale? L'entreprise au monde? Google? Netflix? Apple? D'autres... Pardon? Amazon? Airbnb? Ok. Et en fait, quand on pense digital, il se passe les mêmes réponses que celles que vous venez de donner. Le réflexe, c'est de citer des entreprises qui sont des digital natives compagnies. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont nées digitales. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ces entreprises-là, elles ne se définissent pas comme digitales. Elles ne vont pas vous dire qu'elles sont digitales. En revanche, il y a 2 sujets sur lesquels elles communiquent énormément. Elles communiquent beaucoup sur leur culture d'entreprise et elles communiquent beaucoup sur leurs pratiques de management. Si vous regardez Google, si vous regardez Netflix, Netflix a été jusqu'à, c'est vous qui citiez Netflix, Netflix a été jusqu'à publier un culture book, un manifeste qui s'appelle Freedom et responsabilité. Vous avez un certain nombre, j'en profite pour vous dire, vous avez un certain nombre de choses dans ce livret, des pistes de bouquins à lire, c'est des choses qu'on a partagées et qui nous ont inspirés. Je vous invite vraiment à aller sur Google, à chercher le manifeste de Netflix, à le lire, c'est en slide.
c'est super inspirant. Et ça parle de leur culture. Alors, en parallèle de ces géants du web, de ces entreprises qui sont nativement digitales, dans nos entreprises, nos organisations un petit peu plus classiques, on voit des débuts de transformation digitale. Et ces transformations digitales, globalement, elles prennent toutes la même direction. C'est la même démarche, c'est-à-dire qu'au départ, on a commencé par avoir une présence sur les réseaux sociaux. Après, on a créé une appli mobile, smartphone, tablette, assez souvent connectée au SI. Ensuite, on a fait un réseau social d'entreprise pour pousser à la collaboration des salariés. Parfois, on a pu faire un POC Big Data, créer un Data Lab. Il y en a d'autres aussi qui ont lancé des hackathons internes, hackathons externes, pour essayer de moissonner l'innovation collective. Toutes ces stratégies digitales adoptées par toutes ces entreprises, la question à se poser, c'est est-ce que pour autant, on peut dire que ces entreprises, elles sont en train de devenir digitales? Est-ce que ça suffit? Notre conviction, c'est que non, ça ne suffit pas. C'est tout à fait nécessaire, hein. Ces chantiers sont intéressants, ils sont intéressants pour comprendre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ne suffit pas de lancer successivement ce genre d'initiative pour réellement réussir sa transformation digitale. À l'instar des géants du web, si on veut devenir une entreprise digitale, il faut agir sur sa culture d'entreprise. Et si on veut faire évoluer sa culture d'entreprise, ça implique un changement des comportements individuels, et en particulier des comportements de management. On parle de transformation, et en fait, au cœur de cette transformation, il y a l'humain, il y a l'homme, il y a nous, salariés, opérationnels, managers dans les organisations. On arrive avec un potentiel énorme d'énergie, et nos entreprises, nos organisations, elles ont besoin de cette énergie quand on arrive dans ce monde qui se transforme de plus en plus vite, qui est de plus en plus incertain, à l'image de cette boule de cristal qui est de plus en plus complexe. Il est important de mobiliser l'énergie de tout le monde. Parce qu'il va falloir être innovant, il va falloir être créatif. Et la question à se poser, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que toutes nos entreprises peuvent compter sur l'ensemble de leurs salariés? Parce que tous les salariés vont pouvoir répondre présent, je suis mobilisé. Et pour reprendre un terme qui a été posé par l'Institut Gallup, est-ce que tous mes salariés sont engagés? Je vais vous donner la définition de l'engagement selon Gallup. Donc Gallup, c'est un institut de sondage américain qui, tous les ans, fait des études pour arriver à faire émerger l'engagement des gens au travail, leur énergie et leur plaisir au travail. Un salarié engagé pour Gallup, c'est un salarié qui le matin se lève, qui est content d'aller au travail, qui a le sourire et surtout qui prend des initiatives qui sont bonnes pour son entreprise. J'ai une question à vous poser. Qui pense qu'en France, 100% de nos salariés sont engagés dans les entreprises? Bon, pas de naïveté sur le sujet. Qui pense qu'il y a 63% de personnes engagées? On n'a toujours pas plus de succès. 54%. 5 personnes pensent qu'il y a 54%. Vous vous trompez. 27%. Eh ben non. Eh ben non. Olivier, pourquoi vous riez? Zlatan, c'est le plus engagé. Mais est-ce que Zlatan, tout seul, sur le terrain de foot, il va faire gagner l'équipe? Oui, mais pas tout seul. Zlatan tout seul, si tous les autres sont tranquilles ou carrément tirent contre leur camp, contre leur but, je ne suis pas sûre. Il y a 9% des salariés en France qui sont engagés, 9% qui viennent le matin pour prendre des initiatives qui ont la pêche. 9%. Donc il y a 91% qui restent. Qu'est-ce qu'ils sont? Donc l'Institut Gallup les classe dans deux grandes catégories. Il y a les gens qui sont désengagés. Donc en France, c'est 65%.
65% des salariés qui sont désengagés. Quelqu'un qui est désengagé, c'est quelqu'un qui vient au travail simplement pour toucher son salaire. Ce n'est pas quelqu'un qui prend des initiatives, voilà, il fait juste ce qu'il faut. Mais les 26% qui restent, ce sont des gens qui sont activement désengagés. Ils sont tellement malheureux qu'en fait, ils viennent au boulot pour montrer leur malheur, pour saper le moral des autres, en quelque sorte des saboteurs. Et il y en a 26%. Donc en tout, au total, 91% de gens désengagés. C'est toute catégorie confondue. Hein. C'est les opérationnels, mais c'est aussi les managers. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de managers qui n'ont pas le sourire non plus quand ils viennent bosser. Alors, une question qu'on se pose, c'est que ces 91%, est-ce qu'ils sont naturellement désengagés? Est-ce que quand nos directions de ressources humaines les embauchent, est-ce qu'ils se trompent à ce point pour arriver à n'en trouver que 9% d'engagés et à passer à travers tous les autres? Non, non, non. En fait, les gens ne sont pas naturellement désengagés. En fait, ils le deviennent. Il y a une étude publiée par la Harvard Business Review en avril 2015 qui montre que les dirigeants et les managers ont un impact proche de 70% sur l'engagement ou le désengagement de leurs collaborateurs. Ce qui signifie qu'il y a un lien direct entre le management et l'engagement, le management et le désengagement. Alors, si on revient à nos salariés désengagés, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait finalement qu'ils sont entrés dans cette spirale de désengagement. Et on va faire un zoom sur le siècle dernier, sur Taylor. Taylor a posé une organisation scientifique du travail qui a dissocié deux types de fonctions et qui a du coup dissocié deux types de populations. Taylor, d'un côté, a considéré les gens qui pensent, les gens qui décident, les ingénieurs, les chefs, et d'un autre côté, les gens qui exécutent, les ouvriers. Donc on est dans cette dissociation, d'un côté le penser et de l'autre côté le faire. Aujourd'hui, dans nos organisations, dans nos modes de management, sans être aussi radical que ça, on constate qu'on a encore des réminiscences de ce mode qui est commandant de contrôle. Et dans ce mode commandant de contrôle, globalement, il y a trois conséquences. C'est que c'est le chef qui impose comment on va faire les tâches. Le chef, dans ce modèle-là, c'est celui qui sait tout. Et enfin, on a une façon de motiver les gens dans ce système-là qui est une motivation à la base de bâtons et carottes. La conviction, et aussi la réalité, parce qu'on est au début de l'ère industrielle, c'est que le travail n'étant pas agréable par nature, pour arriver à motiver ses salariés et à faire en sorte qu'ils travaillent bien, eh bien, c'est un système de récompense et de sanctions. Donc, on hérite de ça. Mais ce système-là, est-ce qu'il est encore viable, même si, encore une fois, et je pense qu'il n'y a pas non plus 100% des entreprises qui l'appliquent tel quel. Il y a quand même plein de réminiscences. Est-ce que c'est jouable encore à l'ère du digital? La réponse, elle est non. Si aujourd'hui, les entreprises veulent pouvoir survivre à l'ère du digital, elles doivent changer leurs pratiques de management. Et la première raison, c'est que dans ce monde du digital, ça va vite, ça va très très vite. Et si on doit attendre que quelqu'un dans un coin prenne une décision et que quelqu'un à l'autre bout de la chaîne l'applique, eh ben, il y a de fortes chances qu'un client soit parti ou qu'une entreprise soit venue disrupter une bonne idée qui a peut-être émergé dans votre entreprise. Je prends un exemple. Aujourd'hui, un client qui est insatisfait va le dire sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut attendre que cette insatisfaction remonte toute la chaîne managériale,
qu'il y ait une décision qui soit prise au plus haut niveau de l'entreprise et que ça redescende sous forme d'instructions à appliquer sur le terrain, non, on ne peut pas. Aujourd'hui, le digital impose une réactivité très forte. Qu'est-ce que ça dit sur le management ? Ça veut dire que ça impose, ça veut dire que ça nécessite que l'initiative soit redescendue au plus bas du terrain, au plus bas des opérationnels. Ça signifie qu'on doit laisser les gens qui sont au contact des clients, qui sont au contact des incidents, on doit leur laisser prendre les bonnes initiatives, on doit les laisser prendre les solutions. En général, les gens sur le terrain les connaissent, les solutions. Donc ils ont souvent bien qu'une seule chose à faire, c'est qu'on les autorise à les appliquer, ces solutions. Ça dit beaucoup de choses sur nos modèles de management. Ça veut dire qu'il faut lâcher prise, ça veut dire qu'il faut autoriser des gens à réagir très vite. Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir une confiance dans les employés à la capacité de prendre les bonnes décisions. Et ils prendront les bonnes décisions s'ils incarnent les valeurs de l'entreprise et s'ils sont clairs sur la vision de l'entreprise. Si la vision de l'entreprise est claire, si les valeurs sont incarnées, les employés pourront prendre ces décisions. Donc ça nécessite de revoir probablement des façons sur son management. Deuxième chose, c'est complexe le digital. Le rythme de changement des usages, le rythme de changement des innovations, qu'elles soient technologiques ou pas, ça dépasse la capacité d'une seule personne. Une seule personne, ça ne suffit plus. L'intelligence collective, l'intelligence participative, elle est fondamentale pour pouvoir répondre aux challenges du digital. Ça signifie que le chef, maintenant, n'est plus celui qui sait tout. Jusqu'à présent, le chef, c'était celui qui, à force d'avoir pratiqué des gestes, en connaissait toutes les facettes, il pouvait être dans une posture de dire comment faire ou de former. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Un chef ne peut plus tout savoir. Ce monde, il est trop compliqué. Le corollaire, c'est que la connaissance, elle est disponible à l'extérieur, elle est bien souvent plus facilement accessible à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur. Les forums, les MOOC. Donc le manager n'est plus celui qui sait tout. Donc le manager doit s'appuyer sur l'intelligence collective. Là aussi, ça nécessite fondamentalement de revoir nos postures de management et le rôle du manager. Je ne suis pas en train de dire que le manager n'est pas nécessaire. Hein. Ce n'est pas du tout mon propos. Le manager, il est nécessaire, son rôle doit changer. Une des troisièmes raisons, qui est que si on ne change pas ces pratiques de management, on ne pourra plus recruter les talents, on ne pourra plus garder les talents, on ne pourra plus exploiter toute l'énergie, tirer toute l'énergie de ces talents-là. Il y a un fort besoin d'épanouissement au travail. Les gens, maintenant, on est dans du tertiaire, le niveau d'éducation est élevé, et ce n'est pas uniquement pour les gens qui ont fait des études, c'est valable pour toutes les catégories. Ce n'est pas valable uniquement pour les générations Y. Les générations Y le crient haut et fort sur les réseaux sociaux, ils l'assument. Ils veulent s'épanouir, ils veulent du sens, ils veulent apprendre. C'est vrai dans toutes les catégories, âges dans l'entreprise, les gens ont besoin de s'épanouir. L'entreprise qui ne comprend pas ça suffisamment, elle ne sera plus en mesure de recruter. Aujourd'hui, l'Eldorado pour les jeunes employés, les jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles de commerce ou des grandes écoles d'ingénieurs, c'est plus la salle de marché. C'est plus le cabinet d'audit, c'est plus les grands noms de la distribution ou de l'industrie. Aujourd'hui, l'Eldorado pour ces jeunes, c'est la start-up. C'est la start-up parce qu'ils vont pouvoir faire, ils vont pouvoir prendre des initiatives. Quand ils vont avoir des bonnes idées, ils vont pouvoir les appliquer très rapidement et ils vont pouvoir savoir si effectivement ça marche ou ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça dit dans nos entreprises ? Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un de mes clients, grand nom de l'assurance, qui me disait récemment qu'il avait mis
longtemps à recruter quelqu'un dans son équipe parce qu'il avait longtemps bataillé pour avoir un poste ouvert. Un poste ouvert, il recrute quelqu'un, digital native, une trentaine d'années, quelqu'un de brillant, avec plein d'énergie, mettre dans son équipe. La personne arrive, des initiatives, des envies de bouger, changer les processus, des choses qui étaient tout à fait légitimes. Au bout d'un an, la personne, elle file sa dème. Épuisée. Ça n'a pas bougé, il avait des idées, il est parti. Je suis quasiment certaine que vous avez des histoires comme ça dans vos entreprises. Donc difficile de recruter, on en recrute un, il part. Autre chose, j'ai actuellement, moi, dans le process de recrutement chez Octo, quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui est manager dans l'IT, dans une grande entreprise, une grande banque française. Il me disait qu'aujourd'hui, son rôle de manager, c'est faire du reporting, construire des dossiers, défendre des dossiers pour avoir des autorisations pour faire et des choses, qu'il n'était plus au contact avec de ses collaborateurs, qu'il n'utilisait plus son cerveau, qu'il était plus créatif, qu'il en avait marre. Et il a un tel besoin de retrouver un environnement où il peut apprendre, où il peut tester lui-même, où il peut travailler avec d'autres, qu'il est en train de poser sa démission. Donc en fait, c'est ça l'enjeu. Et quand je discutais avec un ami qui bosse dans une grande entreprise automobile, il me disait la moyenne d'âge chez eux, c'est 50 ans. La moyenne d'âge dans certaines banques et assurances, c'est 45, 46, 47 ans. Donc si en plus, on a du mal à garder les bons éléments, si en plus, on a du mal à recruter, ça va vraiment, vraiment être compliqué. Donc ça aussi, c'est une des raisons qui font qu'il est urgent à l'ère du digital, parce qu'à côté, il y a plein de boîtes qui proposent des choses un petit peu plus agréables à tout le monde. Donc il est urgent de changer. Alors du coup, de quel management on a besoin? Alors ça pourrait être assez trivial de dire on n'a plus besoin de manager. Finalement, le manager, c'est la cause de tous les problèmes. Non, ça ne va pas être comme ça. On a toujours besoin de management, parce que si on revient au terme du management, le management, c'est coordonner, allouer des ressources, prioriser, et ces fonctions-là, on en a besoin. Et la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas les faire un petit peu différemment de cet ancien mode commande et contrôle qui reste un petit peu dans toutes les entreprises. Et ça, c'est la partie de Frédéric qui va nous donner des clés qui sont, entre autres, inspirées du Management 3.0. Merci Dominique. Alors, je vais essayer de maîtriser la technologie. On va faire un test ensemble. Ouais, ça a l'air de marcher. Super. Donc 3 clés. Moi, ce que je vous propose, oui, incroyable. Ce que je vous propose dans, je sais pas pourquoi, c'est d'échanger, de partager sur 3 clés. J'aurais pu vous en proposer plus, mais je suis pas sûr que vous soyez disponible jusqu'à 22 h. Donc, en plus, ça, je suis plutôt bavard. Donc, Dominique m'a dit 3. Donc 3 clés du management 3.0. Mais avant de parler de management 3.0, je pense qu'il faut qu'on redéfinisse le cadre. Qu'est-ce qu'on entend par management 3.0? Si on parle de management 3.0, ça veut dire qu'au préalable, il y a une version 2.0, une version 1.0. J'ai même entendu des confrères un peu chafouins pour m'embêter qui me disaient « t'es dépassé, maintenant c'est le 4.0 ». C'est vrai qu'il arrivera le 4.0, bien évidemment. Mais revenons à des basiques. Donc, je propose donc de poser le cadre sur les 3 versions du management. Management 1.0, vous l'avez déjà vu. Bon, c'est typiquement c'est ne pas faire ce qu'il faut. Dominique en a déjà parlé, je vais aller vite. C'est Taylor, c'est control on command. Voilà, c'est typiquement être dans une logique de management directif. Pour faire simple, c'est considérer que les gens sont des pions dans les organisations. D'accord ? Alors pour illustrer, je me suis dit, tiens, mais comment on pourrait illustrer des choses concrètes qui pourraient vous donner une sorte de guide d'anti-sèche? Et j'ai recherché dans ma mémoire et j'ai retrouvé un bouquin qui est paru il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bouquin. Objectif zéro salcon. The Non-Asshole Rule en anglais. C'est écrit par un type très très sérieux qui est le patron de la chaire Organizational Behavior à Stanford. Donc je ne sais plus combien de millions de copies vendues dans le monde. Donc ça s'appelle Objectif zéro salcon. Et il donne une définition du salcon. C'est une manifestation continue d'un comportement hostile, verbal et non verbal, à l'exclusion, Dieu merci, de tout contact physique. Alors là, je vais vous demander de votre participation. Est-ce que certains d'entre vous peuvent me donner un exemple de management 1.0
pas vous personnellement, bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là, mais donc que vous vivez dans vos organisations. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous voyez encore des comportements? Oui, monsieur, oui, un exemple? Non, non, je ne veux pas le nom, non, non, un comportement. un comportement qui relève de management. Oui, micromanagement, absolument. Une autre proposition? Alors, dans le bouquin, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a 12 comportements du sale con. Et donc, je ne vais pas vous les citer toutes les 12, mais il y en a 3, il me semble les avoir vus dans certaines organisations, voire même quelquefois dans la mienne. Donc voilà. Les emails cinglants, l'escalade de la violence, l'escalade symétrique des emails. D'accord? Il y a aussi considérer que les gens sont invisibles, leur parler comme s'ils n'étaient pas là, ou parler d'eux à la troisième personne. Et puis, j'ai aussi un autre exemple qui m'avait bien frappé. Je l'ai vécu en séminaire récemment, la semaine dernière. Couper grossièrement la parole. Faites qu'on ne s'écoute pas, qu'on se coupe la parole et qu'en fin de compte, après on s'étonne qu'au terme de la réunion, il n'y a aucune décision de prise. De toute façon, personne ne s'est écouté. Donc si personne ne s'écoute, comment vous voulez décider? Donc ça, c'était le management 1.0. Alors, le management 2.0, qu'est-ce que c'est? Le management 2.0, c'est mal faire ce qu'il faut. Alors, je vais rentrer dans le détail. Mal faire ce qu'il faut, c'est management 2.0, c'est quand même une évolution. Faut quand même bien voir que c'est plus considérer les gens comme des pions, mais plutôt comme des acteurs. D'accord? C'est plutôt une démarche davantage humaniste, mais ça a certaines limites. Et là, je vais vous prendre un exemple tout bête. L'entretien annuel d'évaluation. L'entretien annuel d'évaluation. J'ai écrit un post sur LinkedIn il y a quelques semaines qui s'appelle « Pourquoi l'entretien annuel d'évaluation ne sert à rien ?» Mes associés m'ont dit « T'es complètement malade, on va se mettre à dos tous les DRH de la place, tu devrais changer le titre, faire quelque chose de plus consensuel. » Je dis « Non, 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 j'y vais, je vais bien voir. » Et donc, le premier appel que j'ai eu, c'est une copine qui est DRH chez LVMH. Elle m'a dit « Il est vachement bien ton article, qu'est-ce que je suis d'accord avec toi ?» Et en fin de compte, j'ai eu des dizaines de copains DRH qui m'ont appelé. Alors, je vais reprendre la métaphore du foot utilisée par Dominique, avec le PSG, parce que Dominique est une spécialiste du PSG. Donc, est-ce que vous pensez que l'entraîneur Laurent Blanc, il fait un entretien annuel d'évaluation avec ses joueurs qu'une seule fois par an? Est-ce que vous pensez qu'il attend les 38 journées de championnat, parce qu'il y a 38 journées de championnat, pour leur dire à la fin, ah, au fait, good job, etc. Oui, vous avez compris la question. Bah non, bien évidemment. Les entretiens annuels d'évaluation dans le foot, ça n'existe pas. Il y a des entretiens, des briefs rituels, réguliers, des points de synchronisation qui ont lieu toutes les semaines. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça dans nos organisations? Ce qui nous empêche de le faire, c'est le process. C'est que les entreprises, elles sont processées, notamment les grandes entreprises, donc il y a un cadre. Et sortir du cadre dans une grande entreprise, ça rapporte plutôt 2 ans au Pôle emploi qu'une prime exceptionnelle, globalement, me semble-t-il. Enfin, bon, pour en discuter. Donc, venons-en donc au management 3.0. Donc, management 3.0, bah, vous me voyez venir, hein, les définitions sont assez explicites. Le management 3.0, cher à Jürgen Appelo, c'est faire ce qu'il faut. Alors, faire ce qu'il faut, je me suis dit, tiens, mais comment, derrière ce terme qui est un peu ramassé, ça pourrait ressembler à quoi? Et donc, comme Dominique, moi je me suis intéressé aux entreprises digital natives et donc j'ai rencontré, je suis en train d'écrire la suite de mon premier bouquin, bah, j'ai rencontré des patrons de start-up qui avaient réussi. Donc j'ai rencontré ce monsieur-là. Est-ce que vous le connaissez? Je vous laisse regarder, pour l'instant je prends un petit coup de Vitel. Non? Vous le connaissez ou pas? Il est dans l'informatique. Il n'est pas français. Il est finlandais. Pardon. Il s'appelle Marten Mickos. Marten Mickos, c'est le fondateur de MySQL, donc l'entreprise qu'il a vendue plusieurs centaines de millions de dollars à Sun Microsystems. Il a été patron de l'activité cloud chez HP, il est au bord de Nokia, puis il a remonté une start-up dans le domaine de la sécurité. Et ce qui est intéressant chez ce quadra, c'est qu'en fin de compte aussi, il anime un blog sur le leadership, sur les pratiques collaboratives
dans les startups et comment aider les startups à passer au stade au-delà des startups. Son blog s'appelle The School of Hemming, ça veut dire l'école du hareng. Il adore le hareng, puis il aime bien la métaphore du hareng qui intervient en bande. Et j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, écoute, Martin, puisque tu penses qu'il y a des spécificités de management dans les startups, il me dit, écoute, dans une startup, il y a quand même une grande différence par rapport à une entreprise structurée, c'est qu'on part d'une page blanche. Donc c'est quand même vachement plus facile de partir d'une page blanche, parce qu'il n'y a pas déjà un cadre extrêmement contraignant. Et je lui dis, oui, mais d'accord, mais concrètement, tu fais quoi pour animer ton codir? Qu'est-ce que tu fais de spécifique? Qu'est-ce que tu fais de vachement différent, de très agile? Ben, il me dit, bah, écoute, j'ai un codir, des gens qui me sont rattachés, et je les rencontre en face-to-face, en rituel, une fois par semaine, entre 5 et 30 minutes, maximum. Je lui dis, ouais, c'est bien, mais ça peut se faire dans une grande entreprise. Il me dit, bien sûr, bien sûr. Et tes codires, tu les prépares comment? Tu fais des choses particulières? Alors, il fait un truc qui est un peu particulier, je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que ces codires, il les réunit toutes les semaines, ça dure 1 heure. C'est le lundi matin. Et il renvoie le vendredi soir un billet d'humeur. Un billet d'humeur, un mail de 10 lignes. Dire, voilà ce que j'ai en tête. Voilà, mes joies, mes peines. Voilà, il prépare en fin de compte les membres de ce codir, il les prépare en amont pour partager l'état d'esprit qui l'anime. Alors voilà ce que j'ai en tête. Et je lui dis, d'accord, mais ça, c'est spécifique aux startups, tu penses que ça peut pas se faire dans une entreprise? Il me dit, si, on l'a fait chez Nokia, on l'a fait chez HP, bien sûr que ça marche. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est donc il y a plusieurs versions de management. Ce que vous avez compris, c'est que ce mode de fonctionnement, je vais le détailler sur les 3 clés, c'est un mode de fonctionnement, Dominique en a déjà parlé, qui est agile, qui est collaboratif, qui fait qu'on s'occupe des gens, qu'on ne considère pas les gens comme des pions, comme des acteurs, voire même comme des décideurs. Et donc ça emmène à mes 3 clés. Alors, première clé, développer une relation de confiance. Alors, écoutez, moi la confiance, jusqu'à l'âge de 3 ans, la confiance, ça ressemblait à ça, pour moi. Un doudou. Voilà, j'avais confiance dans mon doudou. Et puis ma mère a eu une idée un peu particulière en 1967, je suis né en 64, elle m'a emmené pour faire plaisir voir le premier dessin animé de ma vie. À l'époque, c'était un Disney qui sortait, c'était Mowgli, le livre de la jungle. Et la confiance dans ce dessin animé, ça a été ça. Vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu? Car, et confiance. Et donc là, ça m'a vachement... J'ai compris le concept de confiance et j'ai eu vachement les jetons. J'ai eu vachement les jetons et je me suis dit, ça m'a marqué à vie. Et donc dans les organisations, quand je vois dans les chartes des valeurs la confiance, j'ai vachement les jetons. Parce que je me dis combien de cas je vais trouver dans les entreprises. Parce que le parti pris que je souhaite partager avec vous, c'est que la confiance, elle ne se décrète pas. On ne peut pas la poser en préalable. La confiance, c'est une conséquence. Alors, on va faire un petit test. Est-ce qu'il y a des représentants de la fonction RH dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Oui? Qu'une seule RH? Vous n'êtes pas super courageux ou non? Il n'y a qu'une seule RH? Bon, écoutez, la question mystère est pour vous. Est-ce que dans votre entreprise, est-ce qu'il y a un livret d'accueil? Pas encore. D'accord. Et donc, votre livret d'accueil, à votre avis, imaginons qu'il va bientôt sortir, vous pensez qu'il fera combien de pages? Vous avez une idée du volume? Ce sera à la louche, hein, je ne vous demande pas un truc précis. 5 pages? Ah bah bravo. Félicitations. Souvent les livrets d'accueil sont un peu volumineux, et c'est là-dessus que je voulais échanger avec vous. Donc Nordstrom, c'est une entreprise, comme son nom l'indique pas, américaine. C'est l'équivalent d'une chaîne de distribution Printemps, Galeries Lafayette. Et donc ils ont défini leur livret d'accueil. Donc je vous laisse lire. Hein, notre unique but, c'est d'avoir une qualité de service exceptionnelle, d'atteindre des objectifs élevés. On a une grande confiance dans votre capacité à les atteindre. Et notre livret d'accueil est très simple. Donc ça, c'est le recto du livret d'accueil, parce que le verso, c'est ça. Voilà. Le livret d'accueil de cette entreprise, c'est utiliser votre bon sens dans toutes les situations.
Et bien évidemment, pour plus d'infos, contactez le département des ressources humaines. Donc c'est une petite carte, format carte de crédit qu'on peut mettre dans son portefeuille. Voilà. Donc la confiance, c'est donner la possibilité aux gens d'utiliser quelque chose qu'ils ont tous, qu'on a tous, qui est le bon sens. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un truc simple, clair, surtout simple, parce que la difficulté dans nos organisations, c'est qu'on a des trucs extrêmement complexes. Donc la confiance, pour moi, c'est poser une seule question. Vous posez une seule question, c'est une technique issue du marketing qu'utilise Roche. Cette technique issue du marketing, cette technique s'appelle Net Promoter Score. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Oui, oui. Bah, vous rajoutez Net Management Promoter Score et vous posez qu'une seule question, c'est est-ce que vous recommanderiez votre manager à votre meilleur avis? Donc là, vous avez des promoteurs, des détracteurs. La différence entre les deux, ça donne un score en pourcentage. Donc si vous avez que des détracteurs, vous êtes à moins 100. Si vous avez que des promoteurs, vous êtes à plus 100. Et l'idée, ce que fait Roche, Google 4 fois par an, Roche 2 fois par an, c'est qu'ils suivent cet indicateur et regardent comment il évolue. Voilà. La question de confiance, c'est de savoir si on recommanderait son manager à son meilleur copain. Donc ça, c'était la première clé. La deuxième clé, Dominique en a déjà parlé, décider autrement. Alors, un test. Alors, je ne vous mets pas la pression, mais à la précédente session, il y a quelqu'un qui a trouvé qui était ce personnage de jeu vidéo. Voilà, je ne vous mets pas la pression. Hein, mais est-ce que vous connaissez ce personnage de jeu vidéo? Il n'y a pas de connexion dans la salle, donc vous ne pouvez pas chercher sur Internet. Ah, vous en avez? Bon. Vous n'êtes pas SFR alors. Ça se trouve, il y a des gens de SFR dans la salle. C'est une grosse bêtise. Bon, ce personnage de jeu vidéo, il s'appelle c'est précis parce que mon fils m'a dit ce matin, il a eu ma presse. Non, il ne s'appelle pas Heavy Papa, il s'appelle The Heavy. Donc il s'appelle The Heavy. C'est le personnage d'un jeu vidéo de Team Fortress qui est édité par une entreprise qui s'appelle Valve. Valve, c'est une entreprise de jeux vidéo basée à Seattle. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a 3 ans, je revenais d'un séminaire animé par Dan Pink sur la motivation, et puis il nous parle de Valve, et puis moi je suis super content, je reviens du séminaire, j'en parle j'ai 2 ados à la maison, les enfants, je dis, est-ce que vous connaissez Valve? Donc oui, bien sûr, papa. Et mon cadet me dit, papa, tu sais, tu devrais regarder quand même le parcours de Gabe Newell, le patron, parce que c'est un excellent manager. Donc si vous voulez là, le temps suspend son vol dans la cuisine, mon épouse me regarde, on se regarde. Donc là on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mon fils il comprend à peu près à grosse maille ce que je fais dans la vie, mais bon bref, pour lui je suis coach de sportif, de gens qui courent dans les entreprises, c'est à peu près ça pour lui. Voilà. Et donc je lui dis, bah pourquoi tu me dis ça? Bah tout simplement parce que il a mis des pratiques managériales, la façon de travailler avec les mots de mon fils qui sont vraiment très très particulières. Déjà ils partent tous ensemble en vacances. Je dis, ouais, bah, tu sais ça, je me vois mal. Vous imaginez dans votre entreprise, on va tous partir ensemble en vacances. Enfin, ils ont aussi des maisons en bord de la plage et tout, c'est sympa. Et puis il me dit, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont des tables. Les tables et les chaises de leur bureau sont sur roulette. Pourquoi c'est sur roulette? Parce qu'une fois par semaine, ils décident, donc il y a un plan de charge du développement, de conception, développement, de spec sur les jeux vidéo. Et de façon collaborative, la tribu, ce qui fonctionne en management tribal, décide qui va travailler sur tel jeu. Donc, on va dire, voilà, votre prénom, Philippe. Bah, Philippe, tu vas travailler sur Team Fortress. Philippe, vous vouliez par exemple travailler sur Half-Life 2. Et on va dire, écoute, non, là, Philippe, écoute, là, on est sur la phase de recette et t'as pas été, regarde tes stats, t'as pas été super bon, donc pas cette fois-ci, désolé, mon gars. Voilà, vous voyez, donc il y a une logique de. Alors ça a des avantages, c'est un inconvénient. L'avantage, c'est que tout le monde participe. L'inconvénient, bien évidemment, vous voyez le truc, c'est que vous n'avez pas un manager. Vous en avez 20, 30. Donc ça met une grosse pression dans le jeu. Mais ça augmente le niveau de jeu des gens. Netflix fonctionne de la même façon. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans les organisations pour décider autrement? C'est de laisser la parole aux gens. Et donc là, c'est un exemple de ce qu'on a fait pour le ministère du Logement. C'est faire de World Café, faire des pauses café de 1 à 2 jours, de dire voilà, il y a un thème. Donc là, le thème, c'était
où c'était travailler la vision à 2 ans, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut devenir. Et là, le leader, il dit, bah voilà, le thème, et j'ai pas trop d'idées sur le thème. Enfin, j'ai peut-être des idées, mais peu importe, parce que c'est pas moi qui vais les déployer, les susciter, les mettre en œuvre. Donc pendant 2 jours, on travaille en mode brainstorming, et puis après, il y a une logique de plan d'action. Alors, il y a eu des expériences incroyables, notamment cette année. Je ne sais pas si vous avez suivi ça à Lyon. Même l'église s'y met. Donc, c'est l'église Sainte-Blandine à Lyon. Donc, j'ai vérifié, c'est une vraie église, pas une secte. Hein. Ils ont décidé de lancer le hackathon de l'église numérique. Donc, ils ont réuni des geeks, forcément des pratiquants, des marketeurs, des communicants. Le diocèse était là, super motivés, et ils ont produit, donc c'était au mois de mai, donc je commençais mon cycle de conférence, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont en sortir? Vous irez voir, ils ont un site incroyable, et puis ils ont notamment, ça m'a beaucoup fait rire, hein, Dominique, Amor et moi, ils ont sorti une app, Boost My Spirit. Donc voilà, et donc ce genre de choses, ça ne peut arriver que si vous êtes dans une démarche collaborative, où vous laissez l'initiative, la décision aux gens. Dominique en a parlé, mais je pense que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Il faut libérer la parole, il faut laisser l'initiative aux gens. Ok? Bon, ben maintenant, moi j'ai fini. Ça va être à vous. Donc la 3e clé, savoir ce qui nous motive, les clés de la motivation. Donc là, on va vous proposer une mise en situation. On va proposer de jouer aux cartes. Donc, il ne vous a pas échappé qu'il y avait un certain nombre de cartes qui sont affichés à 5 points stratégiques, dans 5 points stratégiques de la salle. On va faire comme les hôtesses de l'air. Donc, 1. Premier jeu de cartes. Deuxième jeu de cartes, il est juste accroché. J'y vais, ce sera plus simple. Il est là. Vous ne me voyez pas, mais il est là. D'accord? Juste là. Troisième jeu de cartes sur le paper derrière vous. 4e. Où est-ce qu'il est? Ah oui, d'accord. Oui, où ça? Non. 4. Et donc maintenant, la blague, c'est de trouver le 5e. Où ça? Ah oui. Heureusement que vous êtes là. Donc, il s'agit de... Ces 14 cartes représentent les 14 facteurs de la motivation que Jürgen Appelo a identifiés. J'étais pas d'accord avec lui, donc j'en ai rajouté, parce qu'il y en avait moins que ça. Et donc, ce sont des facteurs qui nous animent au quotidien dans notre motivation. Et donc, je vais vous demander, je fais confiance à l'intelligence collective du groupe, vous répartir de façon homogène. On doit être à peu près 80, 100, donc 5 groupes de 20 ou 5 groupes de 15. Vous avez vu les 5 endroits où se trouvent les cartes. Et au pied, oui c'est ça, au pied des cartes, vous avez des petites boîtes avec des gommettes. Donc vous allez prendre 3 gommettes. Bon, vous pouvez en prendre 6, mais après, si vous commencez à tricher, après on va le voir parce que tout est filmé ici. Hein, d'accord? Donc vous prenez 2 gommettes vertes et vous les posez sur les cartes qui vous motivent le plus. Si vous voulez mettre les 2 gommettes sur une même carte, vous faites ce que vous voulez, et vous aurez droit à une gommette rouge sur la carte qui vous motive le moins. D'accord? Je répète la consigne, donc vous avez 14 cartes de motivation. On va vous donner en fin de compte des jetons, des bulletins de vote. Donc 2 bulletins de vote positifs, qui sont de couleur vert, hein, le vert c'est positif, vous les collez sur les 2 cartes qui vous motivent le plus, et vous placez une seule, vous n'en aurez qu'une, gommette rouge, sur la carte qui vous motive le moins, voire qui vous démotive. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette consigne? Non, mais bon. Bon, alors vous avez combien de temps déjà? 5 minutes. Ça a été super rapide hein, par rapport à la précédente session. Vous étiez là la dernière fois, non? C'est pas possible. Bon, je vous propose de reprendre. Donc, alors, il ne vous a pas échappé qu'il y avait des couleurs sur les cartes. Donc, et bien évidemment, il y a une logique de signification. Et donc, ces cartes, en fin de compte, la logique de couleur de cartes, c'est pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, la motivation, on a 2 sources de motivation essentielles, qu'on appelle la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on est motivé par des éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'on est motivé par, notamment,
un élément dont a parlé Dominique et que je me fais le plaisir de sortir et de visualiser. La motivation extrinsèque issue du management taylorien, c'est ça. La carotte. Bon, sur moto, j'ai pas pris la batte de baseball, c'était pas pratique, donc j'ai pris un truc de batterie. Donc, et le bâton, la carotte et le bâton. Et donc, les cartes qui représentent la motivation extrinsèque sont les cartes de couleur or. Donc, il y en a or ou voilà. Donc, c'est argent, statut social, compétition et évaluation. Et une fois de plus, depuis qu'on a lancé le bouquin et la boîte de jeu, donc ça fait 6 mois, j'ai dû faire 30 fois cette intervention, et une fois de plus, la carte qui motive le moins, à 80%, c'est toujours la même. Quel que soit l'endroit où je le fais, quelles que soient les nationalités, je l'ai fait avec plus de 30 nationalités, quel que soit l'âge, j'insiste bien, quel que soit l'âge, génération X, Y, Z, maintenant on parle de génération F, hein, F comme Facebook, la carte qui vous motive le moins, qui vous démotive, c'est la carte compétition. Compétition, faire mieux que mes collègues. C'est important de le partager parce qu'il existe encore des entreprises aujourd'hui, dans le CAC 40, qui ont décidé, qui managent sur une logique de compétition entre les business units. D'ailleurs, j'ai travaillé avec eux et effectivement, cette carte ressort également en rouge. Mais ça n'a pas changé encore. Je parie ici, je ne peux pas avoir beaucoup de conviction, capacité de conviction. Alors, dans les cartes de motivation extrinsèque, il y a une carte qui s'appelle l'argent. L'argent. Et globalement, bon, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Alors bon, c'est lié au fait qu'on se connaît pas bien, hein, on se connaît que depuis 1 heure, on n'a pas développé une relation de proximité, donc peut-être qu'on ne s'est pas encore dit les choses. Hein. Mais globalement, de ce que j'ai vu, j'ai peu de réponses. Non, ouais, j'ai peu de réponses. J'ai des réponses négatives, démotivantes, et j'ai des réponses positives, mais c'est assez faible. Alors, donc là j'ai pris une illustration du feuilleton Breaking Bad. Donc je voulais vous poser une question très simple. Demain matin, vous retournez au bureau, on est vendredi. Demain matin, votre boss vous annonce que votre salaire a doublé, plus 100%. Isoposte, hein, vous n'avez pas changé de poste, vous n'êtes pas devenu calife à la place du calife, 100%. Ma question elle est très simple. En pourcentage, dans quelle proportion votre bonheur augmente-t-il, ou votre bien-être? 100% salaire, votre bonheur, votre bien-être, combien? Allez. Allez. 100%? 80? Allez-y, il n'y a pas de question piège. Hein. 10, 20, 50? 20? 15? Ah, c'est 15. D'accord, merci. 15. Ah, 13, 60. On va le noter, parce qu'après on fait des moyennes. Hein, donc tu notes, Alban, c'est 13,76. Et là, j'ai pas eu de réponse. 20? 50? Ah, on a une réponse, et encore. Allez-y, monsieur. Ah oui, donc vous voudriez une diminution. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand vos collaborateurs vous demanderont une augmentation de 100%, ça ne sert à rien de leur accorder parce que globalement, j'ai peut-être eu une réponse de monsieur à 100% et encore c'était une boutade, c'est ça? Donc c'est une question qui a été posée par un site qui s'appelle jechangemylife.com et donc la réponse c'est 9%. 9%. D'accord? Donc ce que ça illustre, puis vos réponses le montrent, quoi. Si on fait la moyenne des réponses, on n'est pas à 100%, on est plutôt à quoi? 20, 30? Pas à peu près, hein. Tout le monde ne s'est pas exprimé, mais on est. Voilà. Donc effectivement, c'est pas marqué chez vous, la motivation. Alors, entendons-nous bien, on est plutôt un public de cadres, nos besoins primaires sont satisfaits, on
on n'est pas au SMIC tous, donc à partir du moment où on a déjà on arrive à satisfaire les besoins primaires, je vous renverrai très rapidement une étude très sérieuse. C'est pas que celle-ci n'est pas sérieuse, mais l'autre étude auquel je pense, c'est une étude réalisée par Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, spécialiste d'économie comportementale, qui a montré qu'il y avait une logique d'asymptote du bonheur au-delà. Alors je confonds toujours Alban, tu peux me dire en dollars ou en euros, c'est 75 000 dollars net par an, par ménage. Au-delà, ça fait 6 000, ce qui doit faire 5 000 euros par an. Voilà, merci monsieur, c'est ça. Donc voilà, au-delà, voilà. Alors par contre, dans la Silicon Valley, il y a des gens qui font des grandes déprimes, parce que quand on gagne 2 millions de dollars et que son concurrent gagne 4 millions de dollars, ça déprime vraiment les patrons de start-up. Mais bon, on n'en est pas encore là. Enfin, pas moi en ce qui me concerne. Donc la motivation extrinsèque, donc 4 cartes, donc vous avez identifié, et ce qui apparaît clairement, c'est que la carte compétition, c'est vraiment un invariant. J'ai découvert ça depuis que j'ai lancé ce jeu-là. Ce qui n'est pas le cas sur ces cartes qui vous motivent le plus, mais on y vient. Alors les éléments de la motivation intrinsèque, il y en a 3. Les 3 couleurs, les 3 autres couleurs, rouge, vert, bleu. Donc le premier élément de motivation intrinsèque, c'est l'autonomie. L'autonomie, ça renvoie au besoin de diriger sa vie professionnelle. Donc de votre point de vue, l'autonomie, ce sont des cartes de quelle couleur? Oui, absolument. Et là j'ai pas de réponse. La majorité des réponses, même si c'est beaucoup moins marqué que sur la carte qui vous démotive, j'ai des réponses sur la créativité, mais bon, donc auto-organisation, créativité, flexibilité. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'autonomie dans vos organisations qui se serait mis en place? Oui. Oui, absolument. Télétravail, 14% des gens travaillent en mode télétravail en France. On est loin par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 30%. Ok. C'est-à-dire? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Le cadre juridique est peut-être une contrainte pour développer le télétravail. Absolument. Donc les 3 cartes, vous les aviez identifiées, donc on passe. Alors, deuxième point clé. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y a vraiment une logique de progression, de priorisation des éléments de la motivation intrinsèque. En gros, prenons la métaphore de la maison. La motivation intrinsèque, les bases, les fondations, c'est l'autonomie. Le premier étage, c'est la maîtrise, puis après on va voir le deuxième étage. C'est important parce que souvent dans des organisations, on s'attaque au point 2 ou au point 3, sachant que le point 1 n'est pas consolidé. Et je vous donnerai un exemple très précis quand on sera au point 3 pour marquer. Bon, la maîtrise, j'ai pris l'exemple de Björn Borg. Voilà, l'idée, c'est de dire qu'on est motivé non pas forcément par le résultat, mais par l'activité, par la qualité du geste au sens métaphorique qu'on va répéter dans notre métier. C'est Björn Borg qui était capable de mettre, oui, parce qu'il joue plus en compétition, de mettre 400 ou 500 fois de suite la balle sur un revers au même endroit dans un petit carré de 3-4 cm². Voilà. La maîtrise, ce qui motive les gens, c'est d'apprendre, c'est de progresser sur ce qui compte réellement pour eux. D'accord ? Et donc, je pourrais vous renvoyer également un excellent bouquin d'un auteur américain qui s'appelle Robert Greene, qui a écrit un bouquin, en français je ne me souviens plus du titre, s'appelle Mastery. Donc il explique qu'en fin de compte, pour maîtriser un métier, c'est 10 000 heures. 10 000 heures. 10 000 heures. C'est 5 à 7 ans. Et pour être un maître, c'est 20 000 heures. Donc ça fait le double. Ok ? Donc les cartes. Couleur rouge. Donc là, effectivement, j'ai quelques réponses assez
assez importante sur tout ce qui est apprentissage. Vous avez mis en avant l'apprentissage. Donc ça c'est le deuxième point, on est sur le premier étage, on termine par le deuxième étage, le troisième élément clé de la motivation. Est-ce que vous connaissez cet élégant quinquagénaire? Est-ce que quelqu'un le connaît? Non. Bon, personne ne l'avait reconnu la fois précédente, donc rassurez-vous. Donc c'est un Suisse qui s'appelle Ernesto Bertarelli. Ouais, quelqu'un a dit ah oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le patron d'une équipe de voile de haute compétition en Suisse qui s'appelle le Défi Suisse, qui a concouru pour l'America's Cup. L'America's Cup, c'est une des plus vieilles courses au monde, elle a 160 ans. C'est vraiment le principe d'un duel, c'est deux bateaux, des duels des chevaliers au Moyen-Âge, deux bateaux sur l'eau, puis il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Voilà, c'est juste ça. Et Ernesto Bertarelli, donc, il a une passion, la voile de haute compétition. Et en 2000, il se dit, j'ai envie de remporter cette compétition qui en 153 ans n'a jamais été remportée par des Européens. Il dit, comment je vais faire pour recruter le Mozart, le Zinedine Zidane de la voile? Il est connu, il est néo-zélandais, il a déjà remporté 2 fois. Il s'appelle Russell Coutts et donc il décide de l'appeler et en fin de compte, il lui pose une seule question. Et c'est là-dessus qu'il s'est décidé, Russell Coutts. Il ne s'est pas décidé sur le fait d'avoir encore envie de gagner. Il avait déjà gagné 2 fois, il est multimillionnaire. Il lui a dit, Russell, est-ce que ça te dirait de ramener l'America's Cup à un pays qui n'a pas d'accès à la mer? Est-ce que ça te dirait de ramener l'America's Cup à un pays qui n'a pas d'accès à la mer? Et là, le type, il a réfléchi et dit, ouais, that's fine, that's fun, we gotta do it. Il est parti là-dessus, il a fait venir toute une équipe, et donc 3 ans après, ils ont gagné 5-0 en finale contre les Néo-Zélandais en Nouvelle-Zélande. 4 ans après, ils ont regagné à Valence. Et donc ça illustre quoi? Ça illustre le troisième point de la motivation intrinsèque, qui est la finalité. La finalité, c'est le besoin de contribuer à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse. Pour embarquer les gens. Alors ça apparaît clairement, le gros de vos réponses, il est sur des cartes. Alors, il ne reste plus qu'une seule couleur, donc c'est facile. Une carte de couleur bleue. Les cartes de couleur bleue, le sens, la vision et les valeurs. Et là où je voulais en venir tout à l'heure, je vous ai dit que je vous reparlerai du lien de l'importance des priorisations. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans bon nombre d'organisations, on passe beaucoup de temps, et c'est très louable, à travailler le sens, à quoi on sert, mais attention aux injonctions paradoxales. Faire travailler des gens sur des visions, sur le meilleur futur possible, si en fin de compte, ils n'ont pas d'autonomie dans la gestion de leur temps, de leurs tâches, si effectivement, ils ne peuvent pas gérer au quotidien. Moi, j'entends plusieurs fois des organisations, écoute, va expliquer à mon patron qu'il arrête de faire du micromanagement, plutôt que de nous inviter dans des séminaires avec des consultants fort sympathiques pour travailler la finalité. Il y a vraiment une logique de priorisation. Si vous deviez retenir quelque chose là-dessus sur la motivation, c'est qu'il faut commencer par l'autonomie, lâcher la bride aux gens, arrêter le micromanagement, les aider à travailler sur ce qui compte réellement, ce qui compte réellement et ce qui les fait progresser. Et après, seulement après, on travaillera sur à quoi on sert, quel est le meilleur futur possible, quelle est l'ambition et en quoi je contribue à cette ambition. Donc là, il y a un blanc. Les cartes, vous les avez identifiées. Et je passe... Ah oui, dernier point, et je passe la parole à Alban. Indépendamment des 3 niveaux, des 3 éléments de motivation intrinsèque, donc autonomie, maîtrise, finalité, s'il y a vraiment quelque chose avec lequel je souhaiterais que vous repartiez aujourd'hui, c'est avoir bien en tête que la motivation, elle est situationnelle. On vous a mis en situation, d'accord? Vous avez répondu à un certain nombre de choses. Vous avez pris, même si ce n'est pas votre résultat personnel, c'est un résultat collectif, vous avez pris en photo les cartes. Je le fais avec des équipes, et comment on utilise ce jeu-là? On demande, c'est en fin de compte un baromètre de la motivation. L'idée, c'est d'utiliser ces cartes dans des équipes 3, 4 fois par an, et de voir comment ça évolue. D'accord? Parce que il faut combattre l'idée, qui est une idée un peu taylorienne, du style que les gens ils sont motivés par ça et que par ça. Non, vous savez très bien que
notre motivation, notre façon de réagir au travail, par exemple cette semaine, est différente de la semaine dernière par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. On a tous eu beaucoup de mal à se remettre au boulot lundi matin. Et donc il y a des éléments exogènes, des éléments endogènes, qui renvoient à la culture, qui renvoient à la façon dont vous êtes luné, de ce qui s'est passé avec votre conjoint, voilà, de la culture de votre entreprise, qui fait que, ayez en tête que la motivation, ça bouge tous les jours. Elle est situationnelle. Alban, c'est à toi. Merci. Alors dans cette dernière partie, vous avez peut-être déjà pioché des idées dans tout ce qui a été dit avant. Dans cette dernière partie, moi je vais vous partager un peu mon expérience sur comment je me suis mis finalement à changer mes méthodes de management, à évoluer peut-être vers quelque chose qui ressemble à du management 3.0. Donc un peu une démarche, une proposition de démarche sur comment démarrer. Et je vais aborder 3 points. Le premier, c'est de mettre en place un mécanisme d'amélioration continue de vos pratiques de management. Donc ça, c'est quelque chose qui est au cœur des méthodes agiles, pour ceux qui connaissent, c'est mettre en place un mécanisme d'amélioration continue des processus. Et ben, moi, je vous propose de faire la même chose pour vos pratiques de management. Le deuxième, c'est d'essayer d'identifier et de déconstruire vos pratiques de type command and control. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc, essayez de déconstruire ces pratiques. Et le troisième point, c'est d'expérimenter du coup des choses nouvelles. Tester, essayer. Dominique disait en introduction, chez Octo, on essaye des choses, parfois ça marche, on continue, parfois ça ne marche pas, on change. Donc expérimenter des nouvelles choses. Alors, 2 petites questions. Qui est venu ce matin parce qu'il est dans une entreprise où il y a une initiative comme ça autour du management 3.0 ou de l'innovation managériale? Ok, donc une dizaine de personnes à peu près, 10-12. Ok. Et qui est manager? Ok, donc à peu près 3 fois plus. Ok. Alors, ce qui est intéressant avec une approche comme le management 3.0, c'est que c'est quelque chose qui peut être porté par l'entreprise, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez développer à un niveau individuel. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre une initiative de votre entreprise pour réfléchir à comment est-ce que vous pouvez changer des choses dans votre quotidien. Alors la première chose à faire, premier conseil, c'est d'essayer de vous situer personnellement. Alors si je reprends les 3 clés dont Frédéric a parlé, confiance, décision, motivation. Confiance par exemple, c'est quoi le niveau de confiance aujourd'hui dans votre organisation, dans les relations entre les managers et les managés, entre les collaborateurs eux-mêmes? Sur la décision, c'est quoi le niveau d'autonomie des personnes aujourd'hui pour prendre des décisions? Est-ce que vous avez le sentiment d'être autonome dans la manière de prendre des décisions? Si vous êtes manager, comment est-ce que vous déléguez? Peut-être comment est-ce que vous partagez une partie des prises de décision avec vos managers? Et en termes de motivation, du coup, on vous a fait un petit exercice. Qu'est-ce qui vous motive? Et également, si vous êtes manager, est-ce que vous savez ce qui motive vos collaborateurs? Et si vous n'êtes pas manager, est-ce que vous pensez que votre manager sait ce qui vous motive? Donc ça serait un peu le point de départ, finalement, essayer de vous situer par rapport à ces questions, voir où vous êtes, et puis du coup, vers où vous voulez aller, quel type de manager vous avez envie d'être, ou vous avez envie d'avoir. Et à partir de là, du coup, vous pouvez commencer donc à voir ce que vous allez améliorer. Et donc, je vous le redis, mettre en place un mécanisme d'amélioration continue de vos pratiques de management. Alors moi, au début, j'ai essayé de faire ça un peu tout seul, de réfléchir, ok, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, c'était déjà un premier pas, mais le faire tout seul, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que
on n'a personne finalement pour vous renvoyer un peu le miroir de vos pratiques, de vos gestes au quotidien, de pouvoir finalement vous faire avancer dans votre réflexion et votre discussion. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est essayer de trouver quelqu'un, un collègue, un autre manager, ou un coach si vous voulez, avec qui vous allez pouvoir faire ce travail-là. Moi, ça a changé de manière assez significative l'efficacité de cette amélioration des pratiques de management. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire de réserver du temps pour ça. Réservez-vous du temps. Je suis sûr que vous avez des agendas qui sont débordés. Du coup, vous allez avoir tendance, si vous ne vous bloquez pas des créneaux, à arbitrer systématiquement ce temps-là. Vous avez sûrement des choses qui sont plus urgentes à faire que de travailler sur l'amélioration continue de vos pratiques de management. Plus urgentes peut-être, mais plus importantes, c'est pas sûr. Donc la deuxième idée, c'est apprendre à désapprendre. Pour apprendre des nouvelles pratiques, bien souvent, une bonne chose, c'est de commencer par déconstruire des mécanismes, des gestes qu'on a l'habitude de faire et qui ne sont peut-être pas opportuns. Vous avez sûrement en tête, on vous a posé pas mal de questions, mais sur des gestes comme ça de type command and control que vous faites ou que votre manager fait, et du coup, et pas dans la logique qu'on cherche à développer aujourd'hui. Par exemple, scruter très fréquemment l'agenda des gens pour savoir à quoi ils sont occupés, qu'est-ce qu'ils font, donc contrôler finalement leur activité dans le détail. Demander du reporting à une haute fréquence. Est-ce que tu peux m'envoyer un mail tous les soirs pour me tenir au courant de l'avancement sur ce projet? Ok, c'est lourd, donc ça c'est des choses dont vous pouvez essayer de vous débarrasser. Je vais essayer de m'en débarrasser. Moi, une chose que j'essaye d'arrêter de faire en ce moment, c'est décider dès qu'on me le demande. Quand un de mes collaborateurs vient me voir pour prendre une décision, en me demandant tiens, qu'est-ce que je fais là-dessus, qu'est-ce que je dois faire, j'essaye de m'arrêter une seconde et de me dire est-ce que la meilleure chose à faire pour lui et pour moi, c'est de prendre la décision à sa place? Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt, et lui aussi, à le laisser prendre la décision? Donc c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec un collaborateur qui est venu me voir en me demandant de prendre une décision à propos d'une formation à animer, etc. Je lui ai dit, écoute, je te fais confiance, je te laisse prendre la décision. Et du coup, c'est bénéfique pour tout le monde parce que lui, ça développe son autonomie, sa responsabilité, il gagne en confiance. Et puis moi aussi, ça me libère de ces petites décisions à prendre au quotidien. Donc c'est gagnant-gagnant. Une autre chose, c'est de travailler sur ses croyances limitantes. Alors qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est par exemple, je suis comme je suis, on ne me changera pas, je suis comme ça. Ça peut être, je suis trop timide pour parler à un petit déjeuner devant 100 personnes. Ou ça peut être, en ce qui me concerne, moi je suis pas quelqu'un de créatif, je n'ai jamais été quelqu'un de créatif. Alors qu'en ce moment, je suis en train de développer un jeu avec un collègue qui s'appelle la rétrospective dont vous êtes le héros. Donc, où on prend une équipe projet, on la met dans un univers peuplé de zombies et puis on lui propose de réfléchir à la manière dont elle va pouvoir survivre dans un univers comme ça. Donc voilà. Alors, dépasser ses croyances limitantes, c'est beaucoup une question de confiance. Donc la confiance, Frédéric en a parlé, c'est quelque chose qui est vraiment clé dans tout le discours qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est éminemment quelque chose qui dépend aussi du manager. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des managers qui m'ont fait confiance. Par exemple, là, pour prendre l'équipe que je dirige aujourd'hui, je n'étais pas convaincu d'être capable de faire ça. Mon manager m'a dit
je te fais confiance, vas-y, tu peux le faire. Puis voilà, ça se passe bien. Donc si j'ai pu le faire, je pense que vous pouvez le faire aussi. Alors, point suivant, apprends à donner et recevoir du feedback. Le feedback, c'est un acte managérial qui est probablement dans les plus importants. Alors moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de particulièrement non violent. Et puis, il y a quelques années, j'ai participé à une formation chez Octo. Et un des thèmes de cette formation, c'était le feedback. Et là, je me suis pris une petite claque en me disant « Ah bah en fait, il peut m'arriver d'être violent dans ce que je peux dire à mes collaborateurs, dans le feedback que je peux leur donner. » Alors je vous donne un petit exemple. Je vais prendre l'introduction de ce petit déjeuner. Dominique, j'ai un petit feedback à te faire là sur l'introduction. Franchement, quand tu as parlé de collaborateurs désactivement engagés, activement désengagés, tu m'as complètement perdu. Et je pense que si tu m'as perdu, à mon avis, tu as dû perdre au moins la moitié de la salle. Donc voilà, j'aimerais bien que tu changes la manière de présenter la prochaine fois. Donc, première manière de dire les choses. Enfin, moi, je ne vais pas crier. Hein. Ou alors, je peux essayer plutôt quelque chose comme ça. Dominique, est-ce que je peux te faire un petit feedback sur l'introduction du petit déjeuner ? Quand tu as parlé des statistiques sur l'engagement et le désengagement des collaborateurs, franchement, je n'ai pas bien compris. Je me pose la question de savoir si je suis le seul ou si c'est le cas aussi pour les participants. Ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on regarde les fiches de satisfaction à la fin. N'oubliez pas de les remplir. Pour voir du coup s'il y a des choses à améliorer sur cette partie-là. Et je peux te filer un coup de main si tu veux. Alors, qu'est-ce qui change entre ces deux manières de dire ça ? Dans le premier cas, je ne demande pas son avis à la personne. Je dis, j'ai un feedback à te faire. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment au milieu du petit-déj de faire un feedback. Donc, c'est peut-être pas le moment. La personne n'est peut-être pas prête à ce moment-là à écouter ce feedback. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais j'ai utilisé tu. Quand tu as fait ça, tu m'as perdu. Peut-être que tu as perdu les autres. Ok. Donc, je me suis mis à sa place. Ok. Et je ne lui ai pas fait de demande. Je lui ai dit, tu devrais améliorer ça la prochaine fois. Ok. Ce n'est pas une demande. Dans la deuxième séquence, et en plus, j'ai pas été factuel. J'ai parlé de collaborateurs désactivement engagés. Non, c'est un truc dont Dominique n'a pas parlé. Dans la deuxième situation, je vais essayer d'être factuel. Quand tu as parlé des statistiques, et si je ne sais pas exactement la formulation, je ne m'aventure pas sur un terrain où je ne suis pas capable d'être factuel et précis. J'ai utilisé le « je ». Je n'ai pas compris, j'ai été perdu. Okay. Et puis j'ai fait une demande. Okay. Est-ce que on peut regarder ? Est-ce qu'on peut voir comment améliorer ça la prochaine fois ? Okay. Donc, si on ne fait pas attention, si on regarde vite, peut-être on ne va pas voir une grosse nuance entre les deux. Mais en termes de perception, ça fait une différence qui est énorme. Je ne sais pas si... alors là, si tu peux... Alors voilà, alors travailler sur comment donner et recevoir du feedback, maintenant c'est quelque chose que je fais par exemple avec les équipes que j'accompagne. Apprendre aux gens à donner et recevoir du feedback.
Et donc ça aide beaucoup. Et quand on a appris à dire à quelqu'un de manière non violente qui sent mauvais, on peut à peu près tout dire. Alors, dernier point, expérimenter, essayer des choses, essayer de changer vos pratiques de management. Alors, je vous donne quelques illustrations de choses que vous pouvez essayer de faire si vous ne faites pas déjà, en lien avec les clés dont Frédéric a parlé. La première, pour développer la confiance, Frédéric disait la confiance c'est une conséquence, c'est de passer du temps avec vos collaborateurs. Dominique citait une étude tout à l'heure sur l'engagement des collaborateurs et l'impact des managers dessus. Passer du temps, que le manager passe du temps avec ses collaborateurs, c'est une des choses qui va avoir le plus d'impact sur la confiance qui va s'établir. Alors chez Octo, on a une pratique qui s'appelle l'O3, le one-on-one, qui consiste à passer une demi-heure avec chacun de ses collaborateurs chaque semaine pour discuter avec lui de ce dont il a besoin de parler. Donc, il va pouvoir du coup exprimer lui ce qu'il veut. Donc ça peut être traité d'opérationnel, de non opérationnel, d'autres choses, de ce qui va bien, pas bien, etc. Et c'est aussi du coup un cadre qui est réservé, qui est privilégié pour pouvoir donner du feedback, justement. Donc une demi-heure par collaborateur et par semaine. Alors ça peut paraître beaucoup, surtout si on encadre beaucoup de personnes, mais c'est du temps vraiment bien investi pour développer justement cette confiance. Autre élément qui permet d'apprendre à se connaître et qui est issu de la management box que vous retrouvez dans la management box de Frédéric, c'est les cartes personnelles, ou également dans les outils d'Jürgen et Pello. Ça consiste en quoi? Ça consiste à ce que chacun dessine une petite carte de lui, de son parcours, ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses loisirs, et puis de pouvoir partager ça dans l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire qu'on va se découvrir des points communs avec les gens, on va mieux les connaître, on va en savoir un petit peu plus sur leurs valeurs, sur ce qui est important pour eux. Et donc ça va aussi contribuer à développer la confiance dans l'équipe et dans sa relation manager-manager. Donc ça, c'est quelque chose même qu'on a fait hier dans le cadre d'une journée de formation en icebreaker le matin, pour que chacun puisse se présenter. Et du coup, il se passe vraiment quelque chose quand on fait ça. Ah, toi aussi, t'es marié à une Bretonne? Bonne chance. Alors, pour petit outil pour la décision, partager la décision, un outil que vous pouvez tester, c'est l'éventail de la délégation. Alors, c'est un outil qui consiste à identifier 5 niveaux de délégation possibles. Le premier, le manager va décider seul et il informe l'équipe de la décision. Le deuxième, le manager consulte les personnes et sur la base de cette consultation, il va prendre sa décision. Le troisième, le manager et l'équipe décident ensemble. Le quatrième, l'équipe va prendre la décision et consulter le manager pour avoir son avis sur cette décision. Et le dernier, l'équipe décide totalement, sans intervention du manager. Alors ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça permet, sur un certain nombre de décisions qui peuvent être à prendre par le manager et par son équipe, de se positionner clairement. C'est-à-dire, par exemple, pour le choix des formations à animer, je vous fais confiance, vous décidez totalement, vous n'avez pas besoin de moi. Sur telle autre chose, je vais prendre votre avis, mais c'est un sujet sur lequel moi, manager, je souhaite garder la décision.
Parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? C'est que tout le monde ait les idées claires sur qui décide quoi. Ah ok, je suis autorisé à prendre ce genre de décision tout seul par moi-même. Ou alors sur ce sujet-là, bah non, effectivement, on me demande mon avis, mais c'est pas pour ça que je vais avoir le pouvoir de décision là-dessus. Donc ça, je l'ai testé, proposé plusieurs fois à des managers, justement, qui avaient un peu ce genre de difficultés avec leurs équipes. On ne sait pas toujours trop qui décide quoi. J'aimerais bien prendre leur avis, mais en même temps, je ne suis pas sûr de vouloir leur confier la décision. Ok, discutons-en en équipe et on pose ces choses-là clairement. Qui décide quoi? Donc ça, c'est un outil assez puissant. Et alors, vous aurez sans doute compris que quand même l'idée, ça va être de tirer vers la droite, donc tirer vers le 5, d'essayer de partager davantage la décision. Pardon? Oui? Oui? Alors, hop. Sur celle, vous parlez de celle-là? Alors, effectivement, il y a un truc qui est très intéressant. Donc la question c'est, oui, mais quid des données privées, peut-être qui sont là-dedans? Deux choses qui sont importantes. La première, c'est que les gens ne disent que ce qu'ils ont envie de partager avec leurs collègues de travail. Vous n'avez pas envie de dire que vous avez 2 enfants, vous le gardez pour vous. Il n'y a aucune obligation à remplir toutes les cases. Donc on ne partage que ce qu'on veut bien partager. La deuxième, évidemment, c'est que c'est pas fait pour alimenter un dossier RH, d'accord? On le partage dans le cadre de la réunion, hop, et puis c'est détruit. Ça part pas dans un dossier. Okay. Alors, j'y reviens. Juste, on a prévu, je suis désolé, ça se fait pas, mais je suis garant du temps. Gardez votre question parce que dans quelques instants, on va vous remettre à contribution. Il y a des petits Bristol et ils vont servir notamment à noter les questions. Mais, désolé, mais gardez-la ou commencez à la noter, monsieur. On a presque fini. De toute façon, c'est le dernier outil que je vous propose. Concernant la motivation, donc on a parlé de confiance, de décision et de motivation. Donc la motivation, vous avez le petit jeu des cartes qu'on a vu tout à l'heure. Et vous pouvez aussi tout simplement utiliser cet autre petit outil, ce qui vous booste, ce qui vous plombe. Donc simplement établir une liste à gauche. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans votre travail? Qu'est-ce qui vous booste? À droite, qu'est-ce qui, au contraire, mine votre énergie? Qu'est-ce qui vous plombe? Et établir cette liste et idéalement la partager. Donc c'est quelque chose qu'on s'est amusé aussi à faire chez Octo avec un certain nombre de personnes et ça a été assez intéressant comme enseignement. J'en ai terminé. Merci Alban. Merci Alban d'avoir partagé tous ces retours d'expérience. 2 slides et quelques messages qu'on souhaite que vous reteniez de ce petit déjeuner. Après, on passera aux questions. Le premier, vous l'avez compris, il n'y a pas de transformation digitale réussie sans changement de mode de management. C'est ce qu'on constate, c'est notre conviction. Donc, il ne faut pas imaginer réussir à se transformer si on ne bouge pas des choses au niveau de sa façon de manager, au niveau de sa culture. Ça ne marchera pas. La deuxième chose, on a parlé de Management 3.0. Management 3.0, c'est une boîte à outils. C'est une formidable source d'inspiration. Et c'est surtout pas un modèle qu'il faut calquer comme ça sur n'importe quelle situation, n'importe quelle organisation. C'est une invitation à se poser des questions, c'est une invitation à utiliser certains des outils, à les changer, les bouger un tout petit peu. Donc, regardez où vous en êtes dans votre équipe, dans votre organisation. Imaginez là où vous voulez aller et essayez des choses. Inspirez-vous de ces outils. Mais surtout, ça n'est pas une baguette magique. Deux choses. En tant que manager, on a un conseil, c'est soyez affable, c'est-à-dire à l'écoute,
bienveillant, comme Maître Yoda. Et la dernière chose, c'est que le changement, ça commence par soi. Encore plus quand on parle de pratique de management. Donc, allez-y, expérimentez. Et c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, Management 3.0, ces innovations managériales, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire à votre niveau. Vous pouvez commencer tout de suite cet après-midi, demain, à expérimenter des choses. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose qui pourra être calqué d'en haut, top-down sur l'organisation, si en haut, le manager et l'organisation n'a pas cette envie profonde de changer. Donc, on est parfois confronté à des entreprises où la direction nous dit « changez-les ». Non, ça ne marchera pas. Commencez par vous changer vous-même. Donc, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dessus. Mais c'est possible, hein, donc allez-y. On va terminer par les questions-réponses. Et là, on va vous faire travailler encore un petit peu. Vous avez des Bristol. Et on va vous demander de vous mettre par groupe de 3 ou 4. Vous avez 2-3 minutes. Et d'échanger pour noter la question que vous avez envie de nous poser. Une seule, par Une 4. seule question. Oui. On y répondra. Soit on y répond en live si on a suffisamment de temps, soit on y répondra par des articles de blog. Donc on s'engage à le faire. La session précédente, il y a eu un certain nombre de questions. On a déjà préparé les réponses. Donc on attend les vôtres. Donc 3 minutes, 3 minutes, on le met gong, oui. Mettez vos questions, mettez-vous par groupe de 3-4, c'est aussi un moment d'échanger pour savoir ce qui reste d'interrogation suite à cette présentation. Alors, dans 5 minutes, c'est 11 heures, donc on va tenir le timing, on va prendre quelques questions là en direct, et les autres, voilà, dans le mois qui va venir, vous allez voir des articles de blog, on vous enverra les pointeurs puisqu'on a vos adresses mail. Et on y répondra. Après, on reste à votre disposition autour d'un café, hein, si vous voulez continuer à échanger avec nous. Merci. C'est plutôt ça. D'accord. D'accord. Moi, je prends ce thème-là. Vas-y, prends ce que tu veux. Merci. Merci. Alors je vais, pendant que mes collègues trient, je vais commencer par répondre à un ensemble de questions qui se ressemblent. Je ne vais pas lire les 4, mais la thématique, c'est comment convaincre au-dessus. Comment convaincre les dirigeants, les comités de direction, comment convaincre la direction, comment amener à ajuster les modèles de fonctionnement, comment faire pour manager ces managers s'ils ne sont pas sensibilisés au management 3.0. Ouais, comment convaincre la direction de changer. Ça ne va pas vous surprendre, mais c'est une question qui revient assez souvent. Ouais. Alors, il y a le bon sens et la réalité. Le bon sens serait de sensibiliser l'entreprise par le haut. De dire, un escalier, comme disait ma grand-mère, se balaye par le haut, donc il faut commencer par le haut. En vrai, ça ne marche pas. Dans un certain nombre d'entreprises structurées, ça ne marche pas. Donc, il faut arrêter de faire plus d'un truc qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il n'y a pas malheureusement, de cadres dirigeants. Il n'y a pas un seul président des entreprises du CAC 40 ici. Hein. Je ne les connais pas tous, mais il n'y en a pas un. Donc, ils ne sont pas sensibilisés à ça. Pourtant, on les a invités, hein, mais ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas passer par eux. C'est-à-dire que comment sensibiliser, on ne peut pas. Voilà. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas rien faire. La réalité, c'est qu'est-ce qui fait que ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on peut y arriver? Je vous renverrai au film que vous avez peut-être vu de Martin Messonnier, qui est passé sur Arte au printemps. Oui.
Voilà, le bonheur au travail. Donc Martin, qui est un bon copain, il a passé 2 ans et demi lui aussi à chercher des trucs, et il y a un truc incroyable dans son film. Il y a l'expérience de la sécurité sociale belge. Vous imaginez la sécurité sociale belge. Il le dit lui-même, il dit c'était l'enfer, personne ne voulait y aller, etc. Et donc il a décidé, je fais court, de mettre en place le télétravail, et il en a parlé, il n'en a surtout pas parlé au ministre. Il en a parlé à son chef, et il a dit à son chef, et ça c'est la notion clé pour répondre à la question, il a dit, chef, on va tenter une expérience. Pas un pilote, hein, ça n'a rien à voir. Un pilote, ça a pour vocation d'être généralisé. Une expérience, comme son nom l'indique, ça réussit ou ça rate. L'expérience a réussi. 2 ans après, il a mis en place le télétravail, il a développé donc les cartes vertes liées à l'autonomie. Et donc là, le ministre a vu ça, il a dit mais c'est pas possible, le boss quoi, faut revenir en arrière. Ah, c'est pas possible. D'autant plus qu'entre-temps, le temps de traitement des dossiers de la sécurité sociale était passé de 14 mois à 2 mois. D'accord ? Donc mon propos, c'est si vous avez des alliés dans les comités de direction, allez-y. C'est pas toujours le cas, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Cherchez des alliés ailleurs, tentez des expériences. À la SNCF, est-ce qu'il y a des gens de la SNCF ici ? Eh ben, donc il y a à la CNCF, quand ils ont des expérimentations qui marchent, ils n'en parlent surtout pas au président. Parce que sinon, il y a tout l'aéropage du président, la DIRCOM, qui veut commencer à généraliser. Oui, venez, mais pas maintenant. Laissez-nous faire une expérience sur une direction de 2000, 3000 personnes, et après on généralise. Voilà. Expérience plutôt que proto, commencer par le bas plutôt que par le sommet, si le sommet n'est pas réactif. Alors, je peux peut-être enchaîner avec celle-là qui est un petit peu liée. Quels sont les principaux freins à la mise en place d'une nouvelle culture inspirée par le management 3.0 prendre la culture comme ça de l'organisation dans son ensemble, c'est très compliqué. Et on peut se dire, changer de culture, on ne va pas y arriver, c'est trop lourd, etc. En fait, la culture, elle s'incarne aussi par toute une série de petits gestes au quotidien, et en particulier de petits gestes managériaux. Pas seulement, mais aussi par ça. Donc, lever des freins, c'est aussi changer un certain nombre de petits gestes au quotidien. Alors Frédéric tout à l'heure parlait de zéro salcon, donc c'est identifier aussi ça. Mais un certain nombre de gestes managériaux ou pas, ou d'autres comportements, les repérer, effectivement changer ces gestes, c'est ça aussi qui va permettre progressivement de faire évoluer la culture de l'organisation, et notamment aller donc vers un management du style de celui dont on a parlé ce matin. Donc voilà, des petits gestes, des petits outils, c'est aussi comme ça qu'on lève les freins au changement. Je vais terminer avec une dernière question qui est comment convaincre d'y aller, CODIR, COMEX, manager, avec ancienneté importante et une notion d'exemplarité. Je vais y répondre un peu par une pirouette. Comment convaincre ? Parler, c'est compliqué. Il faut faire. Et on a une expression qui est dire fait rire, faire fait taire. Donc, essayez, faites, et les gens suivront. Voilà. Juste pour terminer, et pour aller plus loin, il y a un certain nombre de bouquins, on a mis un petit peu plus dans le livret, c'est ce qui nous a inspiré chez Octo, c'est ce qui fait qu'on partage très régulièrement, et aussi avec Frédéric, ces expériences, ces boîtes qui font différemment. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion d'amélioration continue. Lisez, partagez, inspirez-vous. On anime la prochaine session de formation autour de l'innovation managériale, c'est 25 et 26 janvier. Voilà, on peut aussi intervenir de manière très ciblée dans vos organisations.
Et chez Octo, on a une équipe, une tribu, on appelle ça une tribu chez nous, qui s'appelle Culture Hacking et qui a pour objectif de faire prendre conscience aux entreprises de leur culture. Parce que quand on est de l'intérieur, c'est très difficile de savoir quelle culture on a. De faire prendre conscience de quels sont les artefacts qui sont positifs dans le cadre d'une transformation digitale et au contraire des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Donc voilà, on a aussi une équipe qui peut vous aider à avancer là-dessus. Et le mot de la fin, c'est pour moi. Le vraiment mot de la fin, c'est pour Frédéric. Un test. Vous partiez avec une histoire gaie, sympathique, positive. Le test de la grenouille. Très simple. 5 grenouilles. 5 grenouilles sont assises sur une grande feuille de nénuphar. 5 grenouilles sont assises sur une feuille de nénuphar. Une grenouille décide de sauter. Ma question, c'est combien reste-t-il de grenouilles sur le nénuphar? 0 0 0 0 La moitié? 2,5. Donc on a plus. Personne ne me répond 4. Vous sentez le piège. Vous avez raison. La bonne réponse, c'est 5. La grenouille décide de sauter. Il y a une différence entre décider de sauter et sauter. Et donc, si vous voulez démarrer le changement dans vos organisations, ça commence par vous. N'attendez pas que les autres changent pour vous. Un long voyage commence par un premier pas. C'est à vous de jouer. Merci pour votre attention. Merci.